Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Soyez les bienvenus dans votre journal de l'Afrique. Le Niger à la une, visé par des sanctions internationales et régionales. Les autorités militaires ont tenté de s'en libérer auprès de la Cour de justice de la CEDEAO, mais l'instance rejette cette requête. Le juriste et ancien ministre de la Justice du Mali, Mamadou Ismaïla Konaté, est notre invité dans ce journal. Le Kenya, la Somalie, l'Éthiopie, sous les eaux, des pluies d'une rare intensité se sont abattues sur cette région ouest du continent, du jamais vu. Selon un bilan encore provisoire, 300 personnes au moins ont péri dans ces intempéries. Et puis le compte à rebours en République démocratique du Congo à l'approche du scrutin du 20 décembre prochain. Des militants de différents partis politiques tentent de mobiliser. Ils animent ce que l'on appelle des parlements debout. Reportage à suivre. On s'arrête un instant sur le bras de fer entre le Niger et la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Le pays tente de se libérer des sanctions imposées par la CEDEAO l'été dernier au lendemain du coup d'État. Et pour ce faire, la Cour de justice de la CEDEAO a été saisie, sauf que l'instance rejette cette requête. Écoutez. La requête, aussi bien principale que la requête aux fins de mesures provisoires dont la Cour était saisie de la part de l'État du Niger et de 7 autres, toutes ces requêtes-là sont déclarées irrecevables parce que d'un côté, ceux qui représentent l'État du Niger actuellement sont des militaires qui ont pris le pouvoir par la force et donc ils ne sont pas reconnus par la CEDEAO. Voilà pour cette déclaration qu'on va tenter d'analyser avec vous. Mamadou Ismaïla Konaté, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes juriste, vous êtes notamment ancien ministre de la Justice du Mali. Fin de non-recevoir, donc on vient de l'entendre. En même temps, les autorités militaires au pouvoir au Niger, elles s'en doutaient finalement que cette réponse, elle serait négative. Qu'est-ce qui était recherché finalement? Je ne sais pas trop si elles se doutaient, les autorités militaires nigériennes, que cette réponse serait négative. Mais au regard de l'évolution des choses, bien évidemment, je pense que pour une fois, on a une Cour de justice de la CEDEAO qui décide de prendre les choses en main, décide aujourd'hui d'appliquer les dispositions qui constituent le protocole sur la gouvernance, qui constate aujourd'hui que la prise de pouvoir par la force est une manière illégale de s'installer et que cette manière illégale fait l'objet de sanctions. Et ce sont ces sanctions qui ont été prises à l'encontre du Niger, ce sont ces sanctions qui ont été déférées devant la Cour de justice et de la CEDEAO qui a eu l'occasion de dire que ceux qui sont porteurs de cette initiative pour saisir la Cour de justice de la CEDEAO ne sont pas les bienvenus parce que simplement elles sont elles-mêmes les autorités qui ont perpétré le putsch, donc qui ne peuvent pas représenter l'État du Niger. Et dans le même temps, ces sanctions, elles visent donc ces nouvelles autorités qui ont pris le pouvoir par la force. Elles visent aussi la population civile qui manque aujourd'hui de médicaments, de nourriture. Des témoignages en ce sens nous ont été rapportés. Est-ce que finalement, avec cette décision, la CEDEAO n'a pas aussi une responsabilité vis-à-vis de cette population éprouvée ? Bien évidemment, je pense que ce qui est malheureux, encore une fois, il faut le dire, c'est l'impact négatif sur les populations, notamment sur les populations les plus pauvres, les plus faibles. Parce que vous croyez 2 secondes que ce ne sont pas ces autorités militaires qui vont véritablement souffrir de ces décisions-là. Une chose est de mettre en œuvre le droit, y compris dans sa rigueur. Une autre chose est que pour les autorités de la CEDEAO aujourd'hui, de regarder par 2 fois justement comment et dans quelle mesure on pourrait éventuellement reprendre la main sur le Niger. Cela paraît important au regard de l'impact négatif sur les populations. Alors, puisque le droit donc devait absolument s'appliquer, j'imagine, pour l'exemple aussi, est-ce que finalement on peut espérer alors plutôt que ça se joue du côté du politique, mettre de côté la justice, une conciliation, une médiation? Il y a un sommet de la CEDEAO ce week-end à Abuja. Est-ce qu'on peut en attendre des avancées? Je crois que l'initiative doit venir en premier lieu des politiques nigériens, aussi bien celle de l'opposition que de la majorité. Ils le souhaitent selon vous? Oui, non, mais je pense que l'initiative doit venir de là pour prendre les choses en main, pour avoir une démarche commune, globale vis-à-vis de la CEDEAO et pour exposer les choses de façon très évidente. Le coup d'État a été perpétré dans des conditions qui sont inacceptables, le droit a été appliqué, mais au-delà du droit, je pense qu'il faut avoir le souci du Niger, des Nigériens et des populations nigériennes qui en pâtissent aujourd'hui. L'initiative doit être politique, elle doit être prise par les Nigériens eux-mêmes en direction de la CEDEAO justement pour régler définitivement
ce sujet et cette question. Et comment ça doit se traduire cette initiative? Donner des gages, un calendrier transparent? Je pense qu'aujourd'hui, les autorités militaires qui se sont mises en place sont devenues subitement muettes. Ça ne peut pas continuer, on ne peut pas faire un coup d'État et s'installer à la tête de l'État sans jamais dérouler. Je pense qu'aujourd'hui, une initiative a été indiquée de pouvoir prendre contact avec les politiques nigériens. Cela est de mise encore. Il faut que ces politiques nigériens, en rapport avec ces autorités militaires, se mettent d'accord aujourd'hui pour présenter un plan complet justement à la CEDEAO, de sorte qu'aujourd'hui ces sanctions cessent. Je voudrais aussi qu'on revienne, Mamadou Ismaïla Konaté, qu'on s'intéresse au sort du président Bazoum. Jusqu'à preuve du contraire, il est toujours retenu par les militaires qui ont pris le contrôle. Qu'en est-il de sa situation? Est-ce qu'il peut être libéré? Il n'est peut-être pas question pour l'heure, en tout cas de la part de la CEDEAO, d'exiger son retour au pouvoir, mais au moins de négocier sa libération? Je pense qu'il y a une arlésienne dans cette affaire-là. Celui qui a été renversé, c'est quand même le président Bazoum. Et c'est lui qui, aujourd'hui, est détenu dans des conditions inacceptables. Il est séquestré. Il est seul aujourd'hui. Il est tout seul avec sa famille. C'est ça le pire, justement. Et personne ne fait plus pression pour sa libération. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, la prise de conscience, la première pièce de ce dossier-là, c'est quand même le sort du président Bazoum. Qu'il démissionne pas, c'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est de libérer un homme qui n'a pas de raison d'être séquestré. Et deuxièmement, je pense qu'avec lui, avec son camp, et avec bien d'autres encore, il faut qu'on entame une discussion politique à l'intérieur du Niger en rapport avec la CEDEAO aujourd'hui pour que la question soit plus politique que militaire. Vous savez, un militaire à la tête d'un État, ce n'est jamais quelque chose de définitif, ça ne doit pas l'être justement. Il faut l'indiquer à ses autorités militaires, il faut que les politiques reprennent le chemin de la discussion, de l'échange et du dialogue. Aujourd'hui, que le Niger soit l'instrument essentiel qui permette aujourd'hui d'entamer un dialogue, une discussion. Et de quelle manière? Sous parrainage d'organisations de la sous-région ou pas? Ça peut l'être, tout comme aujourd'hui on peut avoir confiance en des individus, en des États, mais c'est sûr que ces autorités militaires, elles seules, ne peuvent pas être les interlocuteurs de la CEDEAO aujourd'hui. L'initiative, encore une fois, est politique. Cette initiative politique peut être doublée de tout ce qui peut éventuellement représenter la confiance absolue du Niger, des Nigériens et des politiques nigériens. C'est peut-être des individus, c'est peut-être des États, c'est peut-être des organisations, mais encore une fois, il faut que le chemin du politique prenne le pas. Merci beaucoup. Merci Mamadou Ismaïla Konaté d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur le plateau de France 24. Aucune perspective de paix cette fois au Soudan. L'armée régulière et les forces de soutien rapide se livrent au combat depuis 8 mois maintenant. Des milliers de personnes ont été tuées dans ce conflit. 6 millions de civils ont dû fuir les violences. Par la voix de leur chef de la diplomatie, les États-Unis accusent les factions rivales de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les explications de Bastien Renouille, notre correspondant dans la région. Dans son communiqué, Anthony Blinken parle de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et il faut bien dissocier ces deux éléments. Les crimes de guerre sont commis à la fois par l'armée soudanaise et par les forces de soutien rapide, notamment dans la capitale Khartoum, où les forces de soutien rapide se cachent dans des bâtiments d'habitation civile, dans des écoles, dans des hôpitaux, et ils s'en prennent régulièrement à la population civile. Et l'armée, elle, bombarde ces zones, faisant de nombreuses victimes parmi la population civile, ce qui est interdit par le droit international. Voilà pour les crimes de guerre. Les crimes contre l'humanité sont eux commis uniquement par les forces de soutien rapide à l'heure actuelle, notamment dans la région du Darfour occidental, où les forces de soutien rapide et les milices locales qui leur sont alliées s'en prennent principalement à la population d'ethnie massalite, une ethnie d'origine africaine, contrairement aux forces de soutien rapide qui sont principalement d'origine arabe. Des crimes qui sont documentés. Nous avons d'ailleurs diffusé le week-end dernier un reportage sur les antennes de France 24 prouvant ces crimes contre l'humanité qui ont été documentés par les forces de soutien rapide eux-mêmes dans des vidéos qu'ils ont publiées sur les réseaux sociaux. Eh bien, à travers la voix d'Anthony Blinken, les États-Unis sont la première puissance à siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies à parler de crimes contre l'humanité dans cette guerre au Soudan. Et puis des pluies intenses se sont abattues sur l'est du continent. L'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, au moins 300 personnes ont péri dans ces intempéries d'une rare intensité. L'effet du bouleversement climatique d'après une étude scientifique publiée ce jeudi. Voyez ce reportage de Clotilde Hazard pour France 24. Des villages entiers sous les eaux. Plus de 90 000 hectares de plantations dévastées. Seuls 10% des 150 000 personnes déplacées ont reçu une assistance dans ces zones isolées, difficiles d'accès. À Ferfer, de nombreuses personnes se sont réfugiées sur les rares terres épargnées. Je ne sais pas dans quel état est ma maison. La dernière fois que j'étais dans mon quartier, il y avait tellement d'eau que je ne pouvais rien voir et je ne sais même pas si elle a été emportée. On ne mange pas tous les jours à notre faim. On demande de l'aide du gouvernement, car c'est urgent.
Plus au sud, l'eau se retire peu à peu, laissant derrière elle une épaisse couche de boue. Les habitants ne peuvent que constater les dégâts. Quand il pleuvait, nous avons essayé de bloquer l'eau avec des sacs de terre pendant 20 jours, mais à la fin, c'est devenu incontrôlable. L'eau a tout emporté. Nous avons perdu tous nos ustensiles. Beaucoup d'animaux sont morts, des poulets. 4 personnes âgées sont mortes. Nous avons récupéré leurs corps dans l'eau. En tout, les inondations ont fait une quarantaine de victimes dans la région. Le gouverneur se rend au contact des populations, souvent mécontentes car l'aide tarde à arriver. Nous utilisons l'hélicoptère et le bateau et d'autres moyens pour aller les aider. Les ressources que nous avons ne sont pas à la hauteur des besoins. Nous avons très peu de moyens, mais nous essayons de sauver des vies. Les besoins sont immenses pour ces personnes qui ont tout perdu. L'eau stagnante les expose maintenant à de nombreuses maladies, comme le choléra, le paludisme ou la dengue. Occuper l'espace, c'est faire entendre sa voix, ou plutôt celle du candidat soutenu. En République démocratique du Congo, des militants tentent de mobiliser le plus grand nombre avant le jour J, le 20 décembre prochain, si aucun contretemps. À Kinshasa, la campagne électorale passe aussi par ce que l'on nomme les parlements debout, des rassemblements populaires devenus au fil du temps de véritables institutions. Reportage signé Aurélie Bazaraki-Bangoula. Tous les jours, des drapeaux de l'UDPS flottent sur cette place du quartier de Changu. À Kinshasa, comme dans le reste du pays, on les appelle les parlements debout, des rassemblements populaires où les slogans de campagne sont répétés en boucle. Le 20 décembre, les chefs de l'État Félix Antoine Tshilombo a gagné l'élection. Debout, une cinquantaine de personnes écoutent les discours des militants, une tradition héritée de l'époque Mobutu dans les années 1990, lors de l'instauration du multipartisme. Sans parlement debout, l'UDPS ne peut pas exister. Parce que c'est ça qui donne la force de notre parti politique. Si ces rassemblements populaires servent de levier de mobilisation pour le parti au pouvoir, les militants débattent également de l'actualité politique du pays. C'est pour passer un message à la population. Le chef de l'État, il a eu à parler partout dans le monde, dans des sommets internationaux, il a eu à parler sur l'agression du Congo par rapport au Rwanda. Un peu plus loin, autre quartier, autre ambiance et même principe. Ces militants soutiennent un candidat de l'opposition. Ici, ne parlez pas de parlement debout, une appellation réservée aux militants pro-pouvoir. C'est une place de résistance. L'UDPS, le parti qui a échoué lamentablement, qui ne convient pas de donner de l'électricité, de l'eau, la sécurité. À quelques jours de l'élection présidentielle, la priorité pour ces militants est claire, se mobiliser pour faire de la surveillance citoyenne. Selon eux, Martin Fayoulou s'est fait voler la victoire lors de l'élection de 2018. Nous serons présents dans chaque bureau de vote. Nous serons là. Pourquoi pour balayer la route à ces gens. Il veut voler encore la victoire du peuple congolais. Depuis plusieurs semaines, le candidat à la présidentielle enchaîne les meetings pour tenter de convaincre les près de 44 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales. Et puis sachez que l'Union européenne annonce finalement l'envoi d'une mission d'experts dans le pays le jour du scrutin. Ils seront 8 au lieu des 50 observateurs souhaités. Allez, un peu plus de légèreté. Cette affiche, vous allez la voir tout de suite dévoilée par la CAF, la Confédération africaine de football, celle des 3 finalistes pour le Ballon d'Or africain. Suspense, leur visage va s'afficher. L'Égyptien Mohamed Salah, le Nigérian Victor Osimhen et le Marocain Achraf Hakimi. Voilà pour les hommes. Chez les femmes, cette fois, la tenante du titre, la Nigériane Assissat Oshoala face à la Sud-Africaine Thembi Ktalana et à la Zambienne Barbara Banda. Verdict lundi prochain. Ce sera à Marrakech puisque la cérémonie doit se tenir au Maroc. Et on referme ce journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Paris Direct continue. C'est Anthony Saint-Léger qui a le plaisir de vous retrouver. La
planète souffre, la catastrophe climatique, on le sait, est à nos portes. Les émissions de CO2 explosent, les espèces disparaissent. Mais dans le même temps, un mouvement de masse est en marche pour rectifier le tir. Scientifiques, ingénieurs, chefs d'entreprise, leaders mondiaux ou adolescents, nous leur donnons une voix dans Élémentaire. Il y a vraiment des solutions qui sont à déployer. Élémentaire, présenté par Marina Bertsch, à voir sur France 24 et france24.com. Je trie et je rapporte mes médicaments non utilisés en pharmacie. Je participe à la protection de l'environnement. Pour mieux protéger mes petits-enfants, je rapporte mes médicaments non utilisés en pharmacie. La météo avec Cyclamed.